Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 novembre 2025 et nous avons un invité spécial, le professeur Yaakov Rabkin, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal depuis 1973 et membre fondateur de Voix juives indépendantes. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous. Anya, merci. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Permettez-moi de commencer par votre livre, publié en septembre 2025, si je ne me trompe pas. Il porte sur, laissez-moi le présenter à notre public, Israël et la Palestine, ainsi que sur le rejet juif du sionisme. Je crois qu'on peut l'acheter en ligne, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, c'est disponible sur Amazon et sur tous ces, vous savez, sites web. Le problème, je pense, quand on parle du judaïsme et du sionisme, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, ne connaissent pas vraiment la différence entre les deux termes. Lorsqu'il s'agit des bases de la principale différence entre eux, que pourriez-vous apporter pour nous aider à comprendre les deux? Ce sont en quelque sorte deux mouvements idéologiques. Le judaïsme est une religion ancienne, mais le sionisme, d'après ce que je comprends, est quelque chose de nouveau. Mais c'est vous qui abordez ce sujet. eh bien, vous avez tout à fait raison. Le judaïsme est une religion, une foi qui existe depuis des milliers d'années, et il est universel dans le sens où n'importe qui peut se convertir et devenir juif s'il souhaite suivre le judaïsme. Le sionisme est un mouvement politique fondé sur l'idée de rassembler les Juifs en Palestine. Cette idée est en réalité née parmi les chrétiens anglophones, les protestants, au XVIIe siècle, et elle a attiré certaines personnalités très importantes, dont Isaac Newton. L'idée sioniste a continué à se développer parmi les protestants anglophones jusqu'à la fin du XIXe siècle. Lorsque certains juifs, ceux qui étaient assez éloignés du judaïsme et en savaient très peu à son sujet, ont adopté cette idée et ont tenu le premier congrès sioniste, le premier congrès politique du sionisme, en 1887. Donc il y a environ 130 ans. Il est assez révélateur que le premier congrès ait eu lieu à Bâle, en Suisse, où il n'y avait pas une grande communauté juive, et certainement pas à cette époque. À l'origine, les sionistes voulaient tenir leur congrès à Munich, qui comptait une importante communauté juive. Mais les juifs allemands ont fait appel au gouvernement allemand, lui demandant d'interdire le congrès sioniste. Ils y étaient tellement opposés que le congrès a dû être déplacé en Suisse. Et nous pourrons parler plus tard des raisons pour lesquelles les juifs se sont opposés au sionisme et l'ont rejeté. On dirait bien, oui. Quand on regarde Israël aujourd'hui, parce que quoi qu'ils en disent, Netanyahou et son gouvernement, tout tourne autour de ceux qui sont en faveur du judaïsme, en faveur d'un État appelé Israël, l'État du peuple juif. Peut-on vraiment regrouper tous les Juifs en Israël? Parce que, d'après la manière dont ils le décrivent, si tu ne penses pas comme le gouvernement israélien, alors tu es contre les Juifs. Peu importe que tu sois chrétien, juif ou autre. Nous avons des sionistes chrétiens et juifs. Je dirais que ce sont surtout eux qui soutiennent ce genre d'idées. Quel est le programme? Pourquoi ont-ils besoin de pousser les gens du Moyen-Orient dans cette direction? Parce qu'après tout, je ne vois pas en quoi ce qui se passe avec Israël pourrait aider Israël à long terme. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Vous savez, il y a des dizaines de millions de sionistes chrétiens, et il y a environ 14 millions de juifs au total, y compris les bébés et les personnes âgées. Ainsi, l'idée de rassembler les Juifs en Palestine, dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, est largement promue par les sionistes chrétiens. Maintenant, pourquoi cela est-il particulièrement important pour les sionistes chrétiens? Parce que, comme au XVIIe siècle,
Ils croient encore aujourd'hui qu'en rassemblant les Juifs en Terre Sainte, ils vont hâter la seconde venue de Jésus-Christ, la seconde venue du Messie. Et cela les pousse à défendre l'État d'Israël, qu'il ait raison ou tort. Un bon exemple de cela est l'ambassadeur américain en Israël, qui est un pasteur baptiste et qui considère qu'il est un émissaire de Dieu et pas seulement un émissaire du président Trump. Et ils prennent cela très au sérieux. Bien sûr, le Premier ministre Netanyahou, et je pense qu'il n'est pas le seul, veut affirmer que si l'on est un vrai juif, il faut soutenir Israël. Cette idée est partagée par beaucoup, y compris le président Trump. Le président Trump, lors d'une de ses réunions avec des groupes juifs, a d'ailleurs déclaré qu'il fallait être de bons juifs, qu'il fallait soutenir Israël. Pour lui, c'est cela être juif. Ce n'est pas un sioniste chrétien, je veux dire, il est à peine chrétien. Mais ce qui importe, c'est que cette idée bénéficie d'un immense soutien parmi les sionistes chrétiens. Mais à l'heure actuelle, il y a une certaine déception, et certains sionistes chrétiens conservateurs de premier plan quittent le mouvement et deviennent des critiques d'Israël. Ce soutien devient donc plus fragile qu'auparavant. En regardant l'histoire, à votre avis, le dossier historique montre-t-il que les dirigeants sionistes prévoyaient ou même planifiaient le déplacement des Palestiniens dès le départ? Je pense que l'idée de déplacer les Palestiniens est ancienne. Elle remonte à cette formule, totalement erronée mais très populaire, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Eh bien, une terre sans peuple signifie exactement cela. Et nous pouvons constater que les Britanniques, qui ont soutenu l'idée sioniste en 1917 et dans les années 1920, écrivaient très ouvertement qu'ils ne se souciaient pas de l'opinion de quelques centaines de milliers d'Arabes qui se trouvaient vivre là. Vous savez, l'expression était « se trouvaient vivre là », comme s'ils n'appartenaient pas vraiment à cette terre et que celle-ci devait appartenir aux Juifs. Et c'est une attitude très sioniste chrétienne que le Premier ministre Netanyahou a d'ailleurs mobilisée avec beaucoup de succès. Lorsqu'il était représentant d'Israël aux Nations Unies, il a passé beaucoup de temps dans le sud des États-Unis, précisément auprès des sionistes chrétiens, pour tenter de renforcer le soutien à Israël, et il a largement réussi. Je pense que lorsque vous comparez les deux, le sionisme et le judaïsme, quelle est la réalité en ce qui concerne la relation entre les deux, et quel est le mythe dans le monde d'aujourd'hui dont nous ne sommes peut-être pas conscients? Eh bien, comme je l'ai dit, l'un est une religion, l'autre est un mouvement politique. Ainsi, lorsque le gouvernement israélien et les cercles sionistes accusent ceux qui critiquent Israël d'antisémitisme, c'est totalement inexact. Car l'antisémitisme consiste à rejeter les Juifs en tant que Juifs, simplement parce qu'ils sont Juifs, tandis que l'opposition au sionisme est une opposition politique à une certaine idée. Et il faut distinguer les deux. Vous savez, je vis à Montréal, où l'idée de l'indépendance politique du Québec est très débattue, et nous avons eu 2 référendums sur le sujet. Il y a des Québécois qui rejettent l'indépendance, et d'autres qui l'approuvent et votent pour elle. Mais tous restent des Québécois. Ce n'est pas une question d'être contre les Québécois. C'est un choix politique, comme nous en avons tous. Et je pense qu'en confondant le judaïsme avec le sionisme, le gouvernement israélien cherche à étouffer la critique, en particulier celle des 2 dernières années, lorsque Israël s'est engagé d'une manière sans précédent dans la violence à Gaza.
Vous avez mentionné que depuis le 7 octobre, personne ne peut affirmer que ce qui s'est passé à Gaza, d'une manière ou d'une autre, a aidé Israël ou renforcé la position de Netanyahou et de son gouvernement. Mais même aux États-Unis, on peut observer les changements en cours. Les gens s'interrogent sur la signification de cette relation entre les États-Unis et Israël. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en Israël, avec les sondages montrant un soutien à Netanyahou et à son gouvernement, comment un tel soutien se manifeste-t-il et comment l'ont-ils maintenu? Parce qu'il faut mener une excellente campagne pour convaincre les gens que ce que vous faites est juste pour leur avenir. Comment ont-ils réussi cela? Comment ont-ils convaincu les Israéliens, les habitants d'Israël, alors que beaucoup d'entre eux, vous savez, ont quitté le pays pendant le conflit entre l'Iran et Israël, pendant la situation à Gaza? De nombreux juifs laïcs sont partis à Chypre. Et pourtant, ceux qui sont restés en Israël soutenaient Netanyahou. Comment cela s'est-il produit? Comment viennent-ils à obtenir un tel soutien de la part de la population en Israël? Eh bien, je pense que la majorité des Israéliens ont soutenu l'armée dans ses activités à Gaza. Les manifestations qui ont eu lieu portaient vraiment sur la libération des otages, ou pour être plus précis, des prisonniers. Pourquoi les Israéliens ont-ils soutenu et pourquoi soutiennent-ils encore ce type de campagne militaire contre une population civile essentiellement? Eh bien, cela tient à l'éducation qu'ils ont reçue. Il y a un message très fort dans cette éducation, qui puise dans l'histoire juive. Lorsque l'attaque du Hamas a eu lieu en octobre 2023, on l'a qualifié de pogrom non provoqué. Or, un pogrom est une attaque violente contre des juifs sans autre raison que le fait qu'ils soient juifs. Qu'une puissance nucléaire affirme qu'elle est composée de juifs innocents et que l'attaque était non provoquée est tout simplement absurde. Mais beaucoup de gens en Israël ont en réalité estimé que nous n'avions rien fait de mal. Et tout à coup, ils nous ont attaqués. Ils oublient des décennies d'oppression des Palestiniens, de l'expulsion des Palestiniens, dont beaucoup ont fini à Gaza. Car de nombreuses personnes à Gaza avaient été expulsées, ou leurs parents avaient été expulsés, de ce qui est aujourd'hui Israël. Et en fait, les premiers dirigeants sionistes le savaient, et l'avaient même reconnu. Moshe Dayan, un général très important dans l'histoire d'Israël, a déclaré lors des funérailles d'un soldat tué près de Gaza, précisément dans les zones attaquées en 2023, qu'il fallait comprendre ces gens qui vivent à Gaza et regardent comment nous occupons leurs maisons et cultivons leurs terres, et qu'il fallait comprendre que ces gens sont très en colère. Il ne l'a pas justifié, il l'a expliqué. Ce type d'explication était absent en 2023 et Netanyahou et son gouvernement ont vraiment attisé la campagne des innocents attaqués par les méchants. Et il y a eu bien sûr beaucoup de mensonges sur des bébés brûlés dans des micro-ondes et ainsi de suite, ainsi que sur des viols de masse. Tout cela a été démenti, mais vous m'avez demandé pourquoi ils l'ont soutenu. Parce qu'ils croyaient vraiment n'avoir rien fait de mal, et puis tout à coup cette attaque est survenue. C'est donc un sentiment très puissant. En Israël, il y a beaucoup de déni du tort causé aux Palestiniens. Désolé. Votre livre soutient que le sionisme a constitué une rupture radicale avec le judaïsme traditionnel. Quels aspects de l'identité juive traditionnelle les sionistes ont-ils intentionnellement rejetés ou réécrits?
Eh bien, le judaïsme a défini les Juifs pendant des milliers d'années. Qu'exigeait le judaïsme des Juifs? Tout comme l'islam, qui est, d'une certaine manière, une branche du judaïsme qui s'est séparée à un moment donné, le judaïsme exigeait l'observance des commandements, le respect de la volonté divine. Ainsi, le judaïsme consiste à suivre les commandements et à essayer de mener une vie juste, telle que définie dans les sources juives. C'était une identité religieuse. Le sionisme a voulu transformer cette identité religieuse en une identité nationale, largement calquée sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale de la fin du XIXe siècle. En Europe de l'Est et en Europe centrale, encore aujourd'hui d'ailleurs, le nationalisme ethnique était et reste très important. Le nationalisme ethnique a servi de modèle à ceux qui ont adopté l'idée sioniste, car il faut comprendre que les fondateurs du sionisme venaient d'Europe centrale, Theodor Herzl et ses amis, mais les colons sionistes qui sont partis en Palestine au tournant du XXe siècle venaient de l'Empire russe. Et l'Empire russe comptait de nombreuses minorités, Ukrainiens, Polonais, Lituaniens, dont beaucoup possédaient une identité nationale et luttaient pour leur indépendance vis-à-vis de l'Empire. Les Juifs sionistes ont modelé leur identité selon cet exemple. Maintenant, pourquoi ont-ils fait cela? Parce que, pour les Juifs qui ont accepté le sionisme au sein de l'Empire russe, il n'y avait en réalité que très peu de choix. L'Empire n'autorisait pas les Juifs à s'installer dans les grandes villes, sauf quelques exceptions, de très riches marchands, des médecins, et ainsi de suite. Ces Juifs n'observaient plus les commandements, ils n'étaient plus des Juifs religieux. Mais ils ne pouvaient aller nulle part en dehors de la zone de résidence, qui correspondait au territoire des actuelles républiques baltes, de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Moldavie. C'est là qu'ils vivaient. Et si un juif français perdait tout intérêt pour le judaïsme et décidait de tout abandonner, il pouvait s'installer à Paris, changer de nom, épouser une catholique et disparaître en tant que juif. Les juifs russes n'avaient pas ce choix. Ils étaient coincés dans la zone de résidence. Ils ont reconceptualisé leur identité comme une identité nationale, à l'instar des Ukrainiens et des Polonais, et ainsi de suite. C'est donc de cela qu'il s'agissait dans l'identité sioniste, ou la nouvelle identité juive. Ils ne l'appelaient même pas juif, ils disaient hébreu pour la distinguer de juif. Aujourd'hui, les termes sont utilisés de manière interchangeable, mais dans les années 1920 et 1930, la nouvelle identité sioniste était une identité hébraïque. Ils parlaient de Tel Aviv comme d'une ville hébraïque, par opposition aux villes juives, car ils voulaient souligner que le nouvel hébreu devait être fort, musclé, courageux, intrépide, tout le contraire du juif traditionnel tel qu'il le représentait. Il y a une citation dans mon livre de Jabotinsky, l'un des fondateurs du sionisme. Il a écrit un article, je crois au tout début du XXe siècle, où il dit qu'il voulait un nouvel hébreu qui serait l'exact opposé d'un juif. Pour lui, il était très clair que leur modèle du nouvel hébreu était l'opposé du juif traditionnel, qu'il décrivait comme faible, conciliant, et ainsi de suite. On pourrait dire que le sionisme contient une immense part de haine de soi. On veut changer son peuple. On veut se transformer en autre chose parce qu'on n'aime pas, parce qu'on déteste ce que l'on est. On veut devenir autre chose. Et je pense que c'est une dimension très importante du sionisme. Ils se sont battus très vigoureusement contre leur langue maternelle, le yiddish, car dans la zone de résidence, la plupart d'entre eux parlaient yiddish. Dans les cercles sionistes, on parlait l'hébreu moderne, et il y avait une lutte acharnée contre le yiddish. Aujourd'hui, c'est terminé. L'hébreu a gagné. Le yiddish peut être enseigné à l'université comme une sorte de langue morte. Mais elle n'est pas morte, bien sûr. Le yiddish est parlé par des juifs religieux dans le monde entier. À Montréal, par exemple,
il y a peut-être 30 000 juifs hassidiques qui parlent le yiddish dans la vie quotidienne. En Israël aussi, et aux États-Unis. Ainsi, l'ancienne identité juive existe toujours. Et c'est pourquoi, en Israël, il y a un tel rejet, un tel mépris pour ces juifs traditionnels vêtus de noir et de blanc. Et en plus de tout cela, comme vous le savez, ils refusent le service militaire. Ils ne veulent pas aller à l'armée. Donc pour beaucoup d'Israéliens, et cela je peux le comprendre, c'est inacceptable. Vous savez, ils vivent dans le pays, ils reçoivent des prestations de l'État d'Israël, des allocations familiales et d'autres encore, et ils ne veulent pas faire leur service militaire. Pour beaucoup d'Israéliens, ce n'est donc pas très clair. Quand mon autre livre sur l'opposition juive au sionisme a été publié en hébreu en Israël, mon éditeur m'a appelé à mon arrivée pour le lancement du livre. Il m'a dit « C'est toi qui as organisé ça ». J'ai répondu « Quoi ?» Il a dit « Regarde, allume la télévision ». Alors j'ai allumé la télévision. Il y a eu une immense manifestation contre le service militaire mené par ces juifs vêtus de noir et de blanc. Et bien sûr, des journalistes israéliens m'ont ensuite demandé « Pourquoi ne veulent-ils pas aller à l'armée ? Pourquoi ?» Ils ne pouvaient pas comprendre que le refus du service militaire est lié au rejet du sionisme, car ces personnes ne veulent pas faire partie de la société israélienne laïque. Et encore aujourd'hui, c'est une question très problématique en Israël. Une infime minorité de ceux qu'on appelle les juifs ultra-orthodoxes acceptent de servir dans l'armée. La grande majorité dit « Nous préférons aller en prison plutôt qu'à l'armée ». Je pense qu'ils ne sont pas la seule faction à subir la pression des sionistes. D'autres parties de la société juive ressentent également cette pression. Quel type de pression, de censure ou de sanctions sociales les juifs antisionistes ont-ils historiquement subi au sein de leur propre communauté? Eh bien, il faut remonter au début des années 1920. Les sionistes, comme beaucoup de mouvements révolutionnaires de l'époque, affirmaient être l'avant-garde du peuple juif, tout comme les bolcheviks prétendaient être l'avant-garde de la classe ouvrière. Ainsi, les sionistes, de manière très similaire, se présentaient comme l'avant-garde du peuple juif. Par conséquent, quiconque s'opposait à eux était perçu comme s'opposant au peuple juif. Non pas à une minorité, mais à ce qu'ils considéraient comme représentant le peuple juif dans son ensemble. Le premier acte de terrorisme politique en Palestine eut lieu en 1924, lorsqu'un juif antisioniste fut assassiné sur ordre d'une organisation militaire sioniste. Pourquoi fut-il assassiné? Parce qu'il aidait des rabbins ultra-orthodoxes à organiser une délégation à Londres. Et c'était alors la puissance mandataire en Palestine, afin de convaincre les autorités britanniques que les sionistes ne représentaient pas les juifs. Cela était inacceptable pour les sionistes. Et comme nous le savons aujourd'hui, car beaucoup l'ont reconnu et étaient même fiers d'avoir assassiné cet homme, Yaakov Dehan, ils voulaient s'en débarrasser. Il faut se rappeler que le terrorisme politique est arrivé en Palestine avec ses colons sionistes au début du XXe siècle, dont beaucoup avaient participé au mouvement révolutionnaire russe, à des assassinats clandestins d'autorités impériales, et ainsi de suite. Ces personnes ont donc apporté cette expérience avec elles en Palestine. Et bien sûr, c'est un cas extrême d'assassinat. Aujourd'hui, nous interdisons simplement le discours antisioniste. En réalité, en Israël, il est peut-être même plus libre qu'aux États-Unis. Parfois, les choses se passent ainsi. Je dirais que si mon livre sur l'opposition juive au sionisme, qui a été publié en hébreu, en est une indication,
il a reçu beaucoup plus de presse et de couverture médiatique en Israël qu'aux États-Unis. Car aux États-Unis, beaucoup de gens, encore aujourd'hui, hésitent à reconnaître qu'il existe des Juifs antisionistes. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier après la victoire électorale de Zaran Mamdani à New York, il est assez clair qu'il a été soutenu par environ un tiers des Juifs là-bas, même s'il est un critique déclaré d'Israël. Plus d'un tiers des Juifs. Eh bien, nous ne savons pas exactement. Ouais, c'est 36 000. 36, d'accord, un tiers, un peu plus. Tu es ingénieur, donc plus précis que moi. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ces Juifs sont de bons Juifs. Ils peuvent être religieux ou non. En fait, l'une des dynasties hassidiques les plus nombreuses, Satmar, très antisioniste, a apporté son soutien à Mamdani 2 jours avant l'élection. Je pense que ça a changé la perception de nombreuses personnes aux États-Unis qui ont pris conscience qu'il existe une forte opposition juive au sionisme, alors qu'auparavant elles pensaient que ces gens n'étaient pas de bons juifs, d'une certaine manière pas de vrais juifs. Eh bien, aujourd'hui, il est très difficile de dire cela. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'Israël et du concept d'Israël, il semble que, comme vous le savez, le livre de l'ancien président américain Carter ait parlé d'apartheid. Même en regardant l'un des pires ennemis d'Israël, comme Netanyahou le considère, l'Iran, chaque fois qu'il en parle, l'Iran est présenté comme le principal ennemi au Moyen-Orient. Mais si l'on regarde l'Iran aujourd'hui, on voit que les Juifs font partie de la culture iranienne depuis de nombreuses années, aux côtés des chrétiens, des musulmans et des zoroastriens, tous ensemble. Mais ils veulent créer, eh bien, même en tenant compte de la structure du Moyen-Orient, il faut prendre en considération toutes ces personnes de religions différentes qui vivent ensemble depuis si longtemps. Et ensuite, on arrive avec le concept d'un État fondé sur la religion. Cela ne fonctionnerait pas. Je ne sais pas quel est le concept, ni comment ils pensent pouvoir y parvenir. Y a-t-il, selon vous, une possibilité d'y parvenir sans créer un État d'apartheid, comme ils essaient de le faire depuis si longtemps, depuis 1948, voire même avant? Que cherchent-ils réellement à accomplir? Est-il même possible d'atteindre les objectifs qu'ils ont en tête? Non, vous avez raison. En Iran, en fait, j'ai visité l'Iran en 2016. En tant que juif pratiquant, je suis allé dans des synagogues, j'ai rencontré des juifs et nous avons célébré la fête ensemble. J'ai même écrit un petit carnet de voyage. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est l'un des rares pays où il n'y a pas de policiers devant la synagogue, parce qu'ils n'ont pas peur. Personne ne les attaque, simplement parce qu'ils sont juifs. J'y étais pendant le Nouvel An persan, et nous sommes allés à la synagogue avec des gens que j'avais rencontrés, la communauté juive locale. C'était très émouvant de voir comment ils se saluaient en se rendant à la synagogue. En une seule phrase, ils disaient naturellement « Shabbat Shalom, Nowruz Mubarak ». Et c'est exactement ce que vous disiez. Ils vivent là depuis des milliers d'années, peut-être 2500 ou 3000 ans. Et ce sont des Iraniens à toutes fins pratiques, mais de confession juive, tout comme il existe des personnes de confession musulmane, zoroastrienne, et ainsi de suite. Maintenant, pour revenir à votre question sur cette idée d'un État séparé, d'un État d'apartheid, eh bien, encore une fois, en Europe de l'Est, on peut encore le constater aujourd'hui. L'idée d'avoir un État pour un seul groupe ethnique, à l'exclusion des autres, est toujours bien vivante. Le conflit en Ukraine en est un bon exemple, tout comme le sort des russophones dans les républiques baltes, dont beaucoup ne sont pas citoyens et vivent dans une sorte de zone grise. Ainsi, l'idée d'avoir un État réservé à un seul groupe ethnique ne fonctionne pas très bien en Europe de l'Est.
Elle a provoqué beaucoup de violence et elle ne fonctionne certainement pas en dehors de l'Europe, où les populations sont très mêlées et l'ont toujours été. L'idée de les séparer et de créer un État pour les Juifs existait dès le tout début de la colonisation sioniste. Ils voulaient, enfin, il y avait ce concept de travail hébreu. Ils ne disaient pas travail juif, mais travail hébreu, ce qui signifiait qu'il fallait embaucher des Hébreux pour effectuer le travail, ce qui revenait à discriminer la population locale. Ils appelaient ce système Afrada. Afrada signifiant séparation. Il se trouve que les mots Afrada et Apartheid se ressemblent presque à l'identique. Mais l'idée existait déjà depuis le début des années 1920. Et en 2018, le Parlement israélien, la Knesset, a même adopté une loi déclarant qu'Israël est l'État du peuple juif, qu'ils vivent en Israël ou non, et que les autres sont des citoyens mais ne possèdent pas de droits collectifs dans l'État d'Israël. Cette loi n'a créé aucune nouvelle réalité. Cette réalité existait depuis longtemps, mais elle l'a rendue officielle. C'est une idée très dangereuse, extrêmement explosive, séparer les gens et créer des États à partir d'un seul groupe ethnique. Cela peut fonctionner en Islande où il n'y a pratiquement pas de diversité, enfin, même là, il y a déjà des minorités maintenant. Mais cela ne fonctionne certainement pas au Liban, ni d'ailleurs en Asie occidentale en général. Je pense que partout, les populations sont mélangées. Bien sûr, le fait qu'elles soient mélangées ne signifie pas qu'elles s'aiment ou qu'elles vivent toujours en paix. Parfois, ce n'est pas le cas. Mais créer un État séparé et expulser les autres est évidemment une recette pour une violence sans fin. Et Israël a connu la violence parce qu'il a engendré la violence. Oui, vous avez mentionné l'Asie de l'Ouest. Je pense que l'Asie de l'Ouest est le berceau de tous les prophètes. Vous savez, c'est pour cela qu'on voit tous ces, je dirais, frères et sœurs se battre entre eux, et personne ne comprend vraiment ce que cela signifie. Mais géopolitiquement, quand on voit le soutien que les États-Unis apportent à Israël pour aider ces sionistes radicaux, quel est, en tant que chercheur juif, en tant que personne qui étudie la situation de l'État d'Israël, votre évaluation de la relation entre les États-Unis et Israël aujourd'hui? Eh bien, les États-Unis et Israël sont très étroitement liés. Comme le dit souvent le professeur Mearsheimer, il aime répéter cette expression, ils sont unis comme les deux faces d'une même pièce. Israël est, et a toujours été, un avant-poste de la civilisation européenne en Asie occidentale. Le livre fondateur du sionisme, écrit par Theodor Herzl, l'exprime très clairement. Ce sera une barrière contre la barbarie asiatique, et ainsi de suite. C'est un discours colonial typique du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, colonial n'était pas un mot péjoratif. Les puissances européennes pratiquaient le colonialisme à travers le monde, et les Juifs, les sionistes, ont d'une certaine manière rejoint ce mouvement. Ils ne voyaient aucun mal à coloniser un autre pays. Ainsi, l'idée d'avoir un État séparé n'était pas particulièrement nouvelle. Cet État devait d'abord être un avant-poste de l'influence britannique, à une époque où la Grande-Bretagne était une grande puissance. Puis les États-Unis sont devenus la grande puissance après la Seconde Guerre mondiale, et Israël s'est alors fortement attaché aux États-Unis. Pas immédiatement, d'ailleurs. Le véritable changement est survenu, je pense, dans les années 1970, en particulier pendant la guerre d'octobre de 1973, lorsque les approvisionnements américains ont réellement sauvé Israël de la défaite. Cette dépendance envers les États-Unis s'est poursuivie en fait jusqu'à aujourd'hui. On a vu que les forces américaines,
avec l'aide des Britanniques, des Français, des Jordaniens, des Égyptiens et des Saoudiens, abattait des missiles iraniens dirigés contre Israël. shooting down Iranian missiles directed at Israel. So Israel is supported by Ainsi, Israël bénéficie du soutien d'une coalition très importante autour des États-Unis. Et au sein des États-Unis, il existe un électorat de sionistes chrétiens, dont beaucoup soutiennent Israël plus qu'ils ne soutiennent les États-Unis. Aux États-Unis, ce groupe est parfois appelé les Israel Firsters, une expression apparue à la fin du XXe siècle. Pour eux, Israël passe avant tout. Et je pense qu'il y a même eu plusieurs membres du Sénat qui ont déclaré « Si vous êtes contre Israël, vous êtes contre Dieu ». Vous savez, je ne connais aucun mouvement politique où un tel enthousiasme est exprimé aussi clairement. Ainsi, aux États-Unis, le soutien provient du lobby sioniste, à la fois chrétien et juif. Et il faut aussi comprendre qu'Israël est devenu une source très importante de soutien, de surveillance et de technologie militaire. Dans le monde d'aujourd'hui, où la polarisation entre les riches et les pauvres devient de plus en plus aiguë, les classes dirigeantes ont besoin de ce savoir-faire et de ces technologies pour contrôler et surveiller la population et pour prévenir les événements violents. Ainsi, Israël, en ce sens, est également très utile. Non seulement comme avant-poste en Asie occidentale, mais aussi comme source de toutes ces technologies, considérées comme très efficaces parce qu'elles ont été testées sur les Palestiniens depuis plusieurs décennies. En ce sens, Israël fait aux Palestiniens ce que de nombreux politiciens de droite aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne veulent faire à leurs propres immigrés. C'est pourquoi les partis et mouvements de droite en Europe et aux États-Unis sont très favorables à Israël. Cela ne signifie pas qu'ils soient nécessairement pro-juifs, car beaucoup d'entre eux ont un passé antisémite, mais ils sont très pro-Israël. Et encore une fois, il n'y a rien de nouveau à cela, car Theodor Herzl a écrit dans son journal que les antisémites seraient nos meilleurs alliés. Et il avait raison, car les antisémites voulaient se débarrasser des Juifs en Europe, et les sionistes voulaient emmener ces Juifs en Palestine. Il y avait donc une convergence d'intérêts. J'espère que cette longue réponse répond à votre question. Oui, mais je pense que cela pourrait nous aider à comprendre, parce que vous avez mentionné que le mouvement sioniste a commencé au Royaume-Uni. Mais récemment, nous avons entendu la dirigeante du Parti conservateur au Royaume-Uni, Kemi Badenoch, dire que ce qu'Israël fait, c'est « ils font notre travail au Moyen-Orient » et que ce que fait l'Ukraine, ils font le nôtre. Quel est cet agenda, selon vous? Veulent-ils sacrifier ces peuples parce qu'ils cherchent à atteindre quelque chose? Quel est cet objectif, à votre avis? Eh bien, il n'y a pas que les Britanniques. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré lors de l'attaque israélienne contre l'Iran en juin de cette année qu'Israël faisait le sale boulot pour nous. Et on peut se demander, qu'est-ce que l'Allemagne a contre l'Iran? Pourquoi sont-ils si heureux que cela se fasse contre l'Iran? Je pense qu'il y a un racisme croissant en Europe et aux États-Unis. Et il faut se rappeler que le racisme a caractérisé la civilisation européenne pendant des siècles. Ce n'est que depuis les années 1960 que le mot racisme est devenu péjoratif. Regardez, en 1963, il a fallu une division de parachutistes américains pour accompagner une jeune fille à l'école aux États-Unis parce que l'établissement était en cours de déségrégation. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine était ségrégée. Après la guerre, la France a mené de brutales campagnes coloniales en Algérie et la Grande-Bretagne au Kenya.
Ils ont tué des milliers et des milliers de personnes. Ainsi, le racisme refait surface, il devient plus acceptable. Et je dirais même que le fascisme devient plus acceptable. Vous savez, au Canada, il y a eu un épisode très révélateur lorsque le président Zelensky d'Ukraine est venu en visite et a été reçu au Parlement. Puis le président du Parlement a déclaré « Je voudrais saluer quelqu'un qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a courageusement combattu contre les Russes. » Maintenant, toute personne ayant la moindre connaissance de l'histoire comprendrait immédiatement où l'on aurait pu combattre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment, le président de la Chambre ne le savait pas, et Zelensky n'a rien dit. Bien sûr, il est vite apparu qu'il s'agissait d'un ancien membre de la SS, et tout le Parlement canadien applaudissait. Alors pourquoi cela s'est-il produit? Qui l'a fait venir au Parlement? Il existe au Canada de puissantes forces qui cherchent à réhabiliter les fascistes, en disant qu'ils étaient acceptables, qu'ils faisaient ce qu'il fallait, qu'ils combattaient les Russes. Ainsi, l'idée de trouver un ennemi extérieur est très séduisante. Vous avez mentionné la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, en particulier, a toujours préféré, au cours de l'histoire, mener ses guerres par l'intermédiaire d'autrui. Souvenez-vous, même pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont débarqué en France, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils ont dû fuir dans ce qui est aujourd'hui présenté au cinéma comme un acte héroïque. En réalité, ils sauvaient leur peau à Dunkerque, tout en abandonnant la France. Ainsi, l'idée de combattre par procuration fait pleinement partie de la tradition. Israël déclare ouvertement « Nous défendons les intérêts européens et occidentaux ». Et la classe dirigeante ukrainienne dit également « Aidez-nous à combattre les Russes, sinon vous devrez les affronter sur votre propre territoire ». L'idée des guerres par procuration n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, elle a pris un caractère très sanglant, en particulier en Ukraine, car l'Ukraine saigne véritablement de cette terrible guerre. Et selon les experts militaires, ce que je ne suis pas, il n'y a aucune chance qu'elle puisse gagner. Ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais encore une fois, l'Ukraine n'en tire pas grand-chose. La classe dirigeante ukrainienne peut-être, mais pas les Ukrainiens ordinaires. En fait, nous touchons ici à quelque chose de très important, qui est courant dans la politique des pays européens aujourd'hui. 87% des Ukrainiens veulent des négociations avec la Russie, mais le gouvernement, lui, non. Ils sont prêts à se battre. Et ce déficit démocratique se retrouve ailleurs dans le monde occidental. Macron a un taux d'approbation de 11%. Starmer fait légèrement mieux, mais pas beaucoup, et ils essayent de mener une guerre. Macron en particulier est prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Il augmente les budgets militaires et réduit les budgets sociaux. Ça se produit dans de nombreux pays occidentaux, y compris au Canada d'ailleurs. Mais cela n'a aucun soutien démocratique. La population ne l'approuve pas. Eh bien, c'est la réalité du monde occidental d'aujourd'hui. Et ces guerres par procuration en sont l'expression. En ce qui concerne Israël, comment voyez-vous le rôle de Netanyahou et du parti Likoud dans la définition de la stratégie à long terme d'Israël? Car il doit bien exister quelque chose que l'on puisse appeler une stratégie à long terme. Comment percevez-vous leur rôle à cet égard? Eh bien, le seul élément sur lequel je peux fonder mon jugement, c'est ce qu'ils disent. Je n'ai aucun moyen de savoir ce qu'ils pensent. Et certains membres du gouvernement Netanyahou sont très explicites. Ils veulent un Israël sans Palestiniens.
Ils veulent procéder à un nettoyage ethnique total, à la fois en Cisjordanie et à Gaza, et établir un grand Israël au-delà des frontières actuelles. Vous savez, Israël est un État sans frontières. C'est très intéressant. Aucun gouvernement israélien, aucun mouvement sioniste avant la création de l'État n'a jamais précisé quelles frontières il voulait. Ils ont toujours parlé de frontières défendables. Mais qu'est-ce qu'une frontière défendable exactement? Et dans une situation de colonialisme de peuplement, où il y a une frontière, puis cette frontière est attaquée par quelqu'un, on cherche alors à l'étendre toujours plus loin. C'est l'histoire d'Israël. Je pense donc que, pour un certain nombre de personnes au sein du gouvernement Netanyahou, un grand Israël sans Palestiniens constitue leur objectif stratégique. Netanyahou lui-même, je pense, n'a pas de stratégie, et nous avons pu le constater pendant la guerre à Gaza. Certains disent, je n'en suis pas sûr, que sa motivation était de se sauver lui-même de la prison, de ses ennuis judiciaires. Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Mais il était assez clair qu'il n'avait pas de stratégie militaire, ni de stratégie politique d'ailleurs. Je pense donc qu'Israël se trouve dans une situation où cette crise est à la fois interne et externe, mais surtout interne. Même si la plupart des Israéliens ont soutenu l'armée à Gaza, ils n'ont pas nécessairement soutenu Netanyahou. Il y avait pas mal de gens contre lui. Et comme vous l'avez mentionné au début, il y a eu pas mal d'émigration depuis Israël. Les personnes qui émigrent sont généralement plus jeunes, plus instruites, plus avancées dans leur carrière, ce qui n'est pas très prometteur pour le pays. Mais l'aide des cercles sionistes aux États-Unis en particulier est cruciale à cet égard. Des milliards de dollars sont envoyés à Israël. Et cela lui permet de fonctionner assez normalement. La vie des Israéliens a été normale pendant ces 2 années, sauf lorsqu'il y a eu une guerre avec l'Iran. À ce moment-là, ils ont ressenti, ou certains d'entre eux ont ressenti, ce qu'est réellement la guerre. Mais dans l'ensemble, la société israélienne continue de vivre depuis de nombreuses années, comme si rien ne se passait à côté. Et cela est en grande partie grâce à l'aide financière qui provient régulièrement des cercles sionistes et du gouvernement américain. Alors quelle est la stratégie? Continuer à vivre comme un État juif séparé, comme ils l'appellent. Je pense qu'Israël a réussi à gagner toutes les guerres, mais il n'a jamais gagné une guerre de la paix, car il n'a jamais eu de stratégie pour la paix. Netanyahou prépare-t-il quelque chose? Je ne sais pas. Tout à l'heure, vous avez mentionné que beaucoup de gens affirment que Netanyahou veut rester au pouvoir, et que c'est pour cela qu'il continue à s'engager dans ce genre de conflits, de nouveaux conflits. Mais avant de quitter son poste en Israël, pensez-vous qu'il va faire quelque chose parce qu'il veut être retenu dans les livres d'histoire du pays? Il veut être perçu comme l'une des figures les plus influentes et importantes du pays. Que pensez-vous qu'il ferait? Parce qu'il me semble qu'il pourrait attaquer à nouveau l'Iran, mais le résultat ne lui serait pas favorable ni bénéfique pour Israël. De quoi s'agit-il? Jusqu'où irait-il pour tenter d'impliquer les États-Unis dans le conflit, ce qui ne semble pas possible, à en juger par ce que nous avons vu jusqu'à présent de l'administration Trump? Eh bien, je n'ai aucune idée de ce que pense Netanyahou. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête. Je ne fais que répéter ce que j'entends. Et les gens disent qu'il y a une possible attaque contre l'Iran, une autre attaque contre l'Iran. Je ne sais pas comment cela se terminerait pour Israël. Mais Netanyahou est déjà entré dans l'histoire. C'est le premier ministre ayant exercé le plus longtemps. Sous sa direction, Israël a beaucoup changé. Sous sa direction, de nombreux membres de son gouvernement déclarent ouvertement qu'ils sont fascistes. Ouvertement, sans hésitation.
C'est donc quelque chose de nouveau et de très significatif. Je pense que sa place dans l'histoire est assurée, je dirais, comme vous savez, celle de Mussolini l'est aussi. Les personnes dont on se souvient dans l'histoire ne sont pas forcément des gens bien, et Netanyahou en fait peut être partie. Quant aux perspectives militaires d'une guerre avec l'Iran, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire. Je ne peux pas le dire. Ce que j'entends, c'est que l'Iran s'y est préparé, mais je n'ai aucun moyen d'en juger. Juste avant de conclure, votre livre porte sur le rejet du sionisme par les Juifs. Si vous deviez résumer le sujet principal, l'objectif central de votre livre, que diriez-vous pour m'aider, ainsi que notre public, les personnes qui nous regardent, à en comprendre le but essentiel? C'est un livre très court et très accessible en ce qui concerne les informations qu'il contient. Il aide les gens à comprendre et à trouver des réponses aux questions que vous avez posées au début de notre programme, à savoir, quelle est la différence entre le judaïsme et le sionisme? Quand le sionisme est apparu, ce qu'est le sionisme et ce qu'est le judaïsme? Toutes ces questions sont à mon avis expliquées de manière assez claire dans le livre. En particulier, le livre permet de voir d'où vient le sionisme, d'où vient ce génocide à Gaza, en termes d'idées, en termes de logique de colonisation, où il faut se débarrasser de la population locale. Et cette idée a été formulée depuis des décennies, pratiquement depuis le début du mouvement sioniste. Le slogan « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre » est un slogan très sinistre. Ils essaient d'en faire une terre sans peuple. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus, mais ils ont expulsé des centaines de milliers de personnes et en ont tué beaucoup. C'est donc un projet très violent. Mon livre explique que cela ne s'est pas produit par hasard. Il en expose les racines, ainsi que ceux qui l'ont favorisé et aidé à se développer, à savoir la Grande-Bretagne, lorsqu'elle était une grande puissance, puis les États-Unis, lorsqu'ils le sont devenus. Je suppose donc que le livre ouvrira les yeux de beaucoup de gens. Du moins, c'est ce que m'écrivent mes lecteurs. Oui, j'en suis sûr. J'ai commencé à lire ton livre d'ailleurs, mais il faut du temps pour tout parcourir. Malgré tout, je suis tellement heureux d'avoir ton livre et de le lire. C'est un grand plaisir. Ce fut un grand plaisir de t'avoir dans ce podcast, car nous devons nous parler, les gens du monde entier. Nous devons nous parler et nous opposer au colonialisme, au racisme et au fascisme. Ce sont, à mon avis, les principaux ennemis de l'humanité. Et tu ferais exécuter vain de cette direction. Et je suis reconnaissant que vous ayez créé cette occasion d'expliquer certaines choses, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous voyons. Non, non. Nous allons te reparler encore et encore. Merci beaucoup, Yaakov. Merci. Au revoir. Passe un excellent moment là-bas.